vous Bonsoir. recevoir aujourd'hui au Marathon des mots en ligne où nous allons aborder le livre d'entretien que vous avez réalisé avec Gisèle Halimi et qui s'appelle Une farouche liberté aux éditions Grasset. Alors Gisèle Halimi, elle, contrairement à nous, n'a pas grandi dans une maison pleine de livres. Comment est-ce qu'elle a découvert l'amour des mots et en quoi est-ce qu'elle en a fait une arme? D'abord, elle a grandi, effectivement, vous avez raison, il n'y avait pas un seul livre à la maison et c'était pas du tout valorisé. Mais il y avait l'école, l'école qui la passionnait, l'école où elle était une ardente petite fille qui demandait, qui était très très curieuse, et très vite elle a découvert les livres à l'école et elle a compris que le salut, sa sauvegarde, sa liberté, son émancipation allait passer par les livres. Très vite les instituteurs, les professeurs ont remarqué cette petite fille curieuse, tellement intelligente, et lui ont prêté des livres. La bibliothèque aussi lui prêtait des livres. Et elle lisait la nuit, elle avait une toute petite ampoule, et elle lisait alors que ses frères et sœurs dormaient à côté d'elle. Et grâce à ça, elle a maîtrisé les mots. Grâce à ça, elle a découvert des tas d'auteurs et elle a parlé merveilleusement. Elle a d'ailleurs développé de grands talents d'éloquence. Donc, c'est passé par là. Elle a décidé donc d'être avocate. Avocate, ça voulait dire que le droit serait son instrument, mais les mots seraient ses principaux alliés. Et c'est vrai, elle les maîtrisait merveilleusement. Elle en a fait des armes. Elle est née en Tunisie en 1927. En quoi est-ce que vous diriez que ce pays et ce côté de la Méditerranée va véritablement forger ses convictions politiques? Très vite, Gisèle comprend qu'il y a des dominés et des dominants. Et que d'abord, elle décide d'ailleurs d'être forcément du côté des dominés, du côté des victimes, pas qu'elle se sentait victime, mais qu'elle était prête à les défendre. Et parmi les victimes, ou en tout cas les dominées, évidemment, il y avait les femmes, elle le sentait au sein de sa propre famille, évidemment, différence énorme de statut entre les garçons et les filles, entre sa mère et son père. Il y avait les femmes, il y avait les pauvres, évidemment, la famille était pauvre, et il y avait les Arabes, il y avait les colonisés. Et donc très vite, mais spontanément, sans même que ce soit des réflexions, ça a été plus tard une réflexion politique, mais spontanément, elle était du côté des indépendantistes dès qu'il y a eu des mouvements qui se sont révélés. Et très vite, ses premières expériences, ça a été de défendre les indépendantistes, de défendre les insurgés, de prendre la parole en Tunisie, mais aussi en Algérie. Elle était du côté de l'indépendance, du droit des peuples à s'exprimer et à vivre leur vie comme ils l'entendaient. Et donc, évidemment, en Algérie, on connaît les grandes heures et ces grands procès dans lesquels elle s'est mise du côté des Félaka et du FLN. Pour elle, c'était une évidence, ces peuples devaient avoir la liberté. Alors, vous l'avez rappelé, elle a connu une éducation très étriquée au sein d'une famille traditionnaliste, une famille patriarcale également. Et là, Gisèle réalise très tôt que c'est une malédiction de naître fille dans la plupart des pays du monde. Vous qui avez notamment enquêté sur le harem de Kadhafi, en quoi est-ce que vous diriez que vos discussions avec cette femme exceptionnelle vous ont également conforté dans ses impressions? Écoutez, il suffit d'avoir voyagé dans la plupart des pays d'ailleurs, que ce soit en Afrique du Nord, mais que ce soit évidemment en Asie, en Afrique, etc. On s'aperçoit de la différence énorme de statut entre les filles et les garçons. Évidemment qu'en Afrique du Nord, notamment dans le Maghreb, où Gisèle était née, et après, bien sûr, je l'ai vu également en Libye, les filles n'ont quasiment aucun droit. Ça veut dire moins d'éducation, ça veut dire on leur promet le seul horizon est évidemment le mariage, où elles vont passer de la suggestion du père à celui du frère, ou de toute façon à celui du mari. Donc très vite, on a mis ça dans la tête de Gisèle, et j'ai vu ça tellement en enquêtant aussi en Libye. Alors, je ne vais pas faire la comparaison avec Libye, parce que c'est un exemple tellement atroce, ce que j'ai découvert, et ce que faisait Kadhafi, faisait des femmes, évidemment, et les tortures, et les viols, etc. Il n'empêche que dans nos discussions avec Gisèle, on parlait, oui, toujours, de cette suggestion des femmes, de leurs difficultés à pouvoir s'émanciper, à avoir le droit à une éducation normale, à pouvoir décider de leur vie. Et l'horizon ne devait pas être systématiquement le mariage, évidemment, voire la maternité. Elle a toujours pensé émancipation, et c'est vrai qu'on avait des discussions très fortes à base de nos lectures, de son expérience aussi, bien sûr, et de ce que j'avais vu en reportage. Et on tombait d'accord sur les mêmes choses. Les filles n'ont pas du tout le même statut. C'est vrai, notamment dans les pays autour de la Méditerranée, mais ça se voit dès l'école, mais ça se voit donc plus tard dans le droit également.
elles n'ont pas le droit au même héritage, elles n'ont pas le même droit dans le divorce, elles n'ont pas le droit les mêmes droits en matière d'enfants, etc. Et ça continue, ça demeure. Et quand elle regardait, quand elle lisait les journaux, quand elle regardait la loi, l'évolution de la loi, y compris dans son pays, dans ce pays d'avant, la Tunisie, elle en était malade. Les lois n'avancent pas assez vite, évidemment, même s'il y a en Tunisie des femmes ardentes et combatives, traditionnellement. Alors, on ne naît pas féministe, on le devient. Pourquoi est-ce l'un des combats de sa vie, notamment concernant l'avortement? Ah bah écoutez, dès le départ, elle a ressenti cette injustice qui était faite aux filles dans sa famille. Ça a été son premier combat. Et donc, elle a toujours voulu faire en sorte que les femmes aient le droit de choisir, choisir leur vie, choisir de faire des études, choisir de se marier ou non, choisir ou non d'avoir des enfants. Et pour choisir ou non d'avoir des enfants, encore fallait-il avoir le droit d'avorter, puisqu'il n'y avait même pas le droit à la contraception. Alors évidemment, d'abord, c'est vrai qu'elle a eu elle-même des avortements et que, ayant avorté très jeune, elle a subi ce qu'elle a ressenti comme étant une torture, avec le mépris des médecins qui se sont occupés d'elle et qui voulaient lui faire mal pour lui faire payer le fait qu'effectivement, elle s'était montrée libre. Donc, ça a été très vite un combat, presque, j'allais dire, viscéral, une évidence pour elle. La femme doit choisir, donc elle doit le droit d'avorter. Et très vite, effectivement, il y a eu les grands procès. On connaît le procès de Bobigny, mais elle a défendu de nombreuses femmes qui avaient avorté, puis des femmes qui ont été violées, etc. Pour elle, le maître mot était choisir, c'est le nom de son association, ça voulait tout dire, choisir sa vie. Dernière question, le titre de votre livre n'est pas anodin. En quoi est-ce que vous diriez que Gisèle Halimi est farouchement libre? Ah, elle était farouchement libre, elle était hors cadre, elle pensait hors cadre. Et donc, il n'y avait aucune loi, aucune tradition, aucune convention qui trouvait grâce à ses yeux d'une certaine façon. Il fallait que les gens puissent, que les gens, les femmes notamment, mais les hommes aussi, parce qu'elle était contre la peine de mort, elle était pour la dépénalisation de l'homosexualité, donc elle était pour un maximum de liberté. Elle était pour la liberté pour elle-même au départ, disait-elle. Je voulais me sauver moi-même et sa liberté, pourquoi faire? Eh ben, pour aussi proclamer celle des autres. Donc j'ai rarement vu, je vous avoue, une femme qui pensait aussi librement, surtout qui était capable de tout remettre en cause. Effectivement, c'était une vie au service de la liberté, pas seulement la sienne, celle des autres, celle des filles, mais celle aussi des garçons, parce qu'elle était intimement convaincue que si on libérait les filles, les garçons aussi, d'une certaine façon, seraient plus libres. C'est ça qui est intéressant dans son discours. Merci beaucoup, Annick Jean, pour ce beau témoignage. Merci, Karen. Au revoir.